Et voici un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France en compagnie, comme tous les matins, vous le savez, de Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, Christophe, nous continuons à nous replonger au début du XXe siècle, au temps de l'école de Paris, avec les peintres les plus emblématiques de ce mouvement. Et s'il y a bien une figure importante de l'école de Paris, c'est Chaim Soutine. Après avoir évoqué sa jeunesse dans un shtetl de ce qui était encore l'Empire russe à la toute fin du XIXe siècle, puis son arrivée à Paris en 1912, nous allons vous raconter le quotidien de Soutine dans la capitale française, qui, comme pour beaucoup de peintres de l'époque, est marqué, Christophe, par une profonde misère. Soutine n'est pas loin d'ailleurs d'être quasiment un clochard à cette période de sa vie. Il a la réputation d'être sale, ses vêtements sont usés. On raconte même qu'il se fabrique un plastron en enfilant ses bras dans les jambes d'un caleçon. D'autres disent que parfois il sort juste avec un manteau de velours beige élimé, les pieds enveloppés de chiffon et de papier en guise de chaussures. Alors il faut peut-être quand même se méfier de ces nombreux témoignages qui révèlent peut-être surtout une légende, car comme Soutine est un homme taciturne, il a la réputation d'être fou à l'époque, et donc cela suscite évidemment dans ces cas-là toutes sortes de rumeurs. S'il est vrai que Soutine, évidemment on le sait, est pauvre, le dépeindre comme un sans-abri est sans doute exagéré. Malgré la misère, en tout cas, Soutine est un homme heureux. À Paris, il apprend le français, découvre les grands auteurs et lit tout ce qui lui tombe dans les mains. Toute sa vie, il sera d'ailleurs un passionné de littérature française, notamment de Balzac et d'ouvrages de philosophie. Même s'il n'a quasiment pas un sou en poche, Soutine se rend de temps en temps aux galeries du Louvre. Il admire les peintres des 16 et 17e siècle, en particulier Rembrandt. Il est littéralement en extase devant ses œuvres, et notamment le fameux bœuf écorché, peint par Rembrandt, qui entra Soutine, qui en fera plusieurs versions dans les années 1920. On y reviendra. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Soutine s'engage comme terrassier pour creuser des tranchées, mais il est réformé pour raison de santé et obtient un permis de séjour au titre de réfugié russe. Il s'installe alors dans une villa louée par son fidèle ami Kikoïne au nord-ouest de Paris et peint des paysages, puis il revient dans la capitale à Montparnasse. Et il s'installe plus précisément cité Faguière, là aussi dans un environnement insalubre, sans gaz ni électricité, où il retrouve son ami Modigliani, le peintre japonais, Fujita racontera d'ailleurs qu'un jour, alors que son atelier est infesté de punaises, Soutine en reçoit une dans l'oreille. Il tente de s'en débarrasser en mettant de l'eau, ce qui lui vaudra du coup de finir chez un docteur. Et oui, évidemment, ce n'est pas très malin. Symbole de cette misère d'ailleurs, la nature morte au hareng, 3 pauvres harengs dans une assiette avec 2 fourchettes semblables à des mains décharnées prêtes à agripper les poissons. Il faut savoir que les harengs sont consommés bien sûr par les populations les plus pauvres et sont bien souvent le seul repas quotidien de Soutine, qui souffre déjà d'un ulcère à l'estomac qui le fera souffrir toute sa vie. À cette période, on est là dans les années 1916-1917, Soutine peint de nombreuses natures mortes au hareng, son motif favori, mais aussi des coins de table avec des ustensiles de cuisine, des choux, des poireaux, des oignons ou des bouquets de glaïeuls. La palette est sombre, mais on voit déjà la touche nerveuse de l'artiste avec des objets déformés et des couleurs vives qui font leur apparition. Soutine ne veut pas qu'on le voie peindre. Il est très mal à l'aise lorsqu'il doit montrer son travail, ce qui renforce son caractère taciturne. Et il n'y a bien qu'avec Modigliani qu'il s'entend vraiment bien. Les deux artistes ont cette même frénésie de travail, même si pour le moment ils ne vendent pas grand-chose. Modigliani encourage Soutine, il le prend sous son aile. Il l'a sans doute d'ailleurs entraîné dans ses beuveries, et il le peint à plusieurs reprises. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans un portrait de Soutine peint par Modigliani en 1916, l'écartement particulier du majeur et de l'annulaire de la main droite pourrait figurer la bénédiction des prêtres d'Israël, un clin d'œil donc possible bien sûr à leur commune judéité. On l'a dit, Soutine est un homme renfermé, mais il peut se montrer généreux. Il va recueillir une jeune fille illégitime. Lorsque cette dernière se retrouve à la rue, il l'accueille en effet dans son atelier et brûle tout ce qu'il a de mobilier dans le poêle pour faire un feu et lui permettre de se réchauffer. Et oui, un homme généreux finalement. Et cette femme qui exerce toutes sortes de petits boulots, cette jeune fille du nom de Marie Prin, a été en fait expulsée par sa mère qui refusait de voir sa fille devenir modèle pour un sculpteur. Et en fait, c'est la future égérie des années folles de Montparnasse qui deviendra en fait Kiki de Montparnasse, que donc ce jour-là Soutine a accueilli, modèle, muse, parfois amante de plusieurs artistes. Elle a également été chanteuse, danseuse, gérante de cabaret, peintre, actrice de cinéma. Elle a donc animé véritablement le quartier du Montparnasse dans les années folles, donc ce qui lui vaudra le surnom de reine de Montparnasse. Et il n'est pas exclu que Soutine ait eu une liaison avec elle. Grâce à Modigliani,
Soutine rencontre le poète également et marchand d'art Léopold Zborowski qui va lui acheter sa production puis le faire partir sur la Côte d'Azur en même temps que Modigliani en 1918. Soutine découvre la Provence, Vence, Cagnes-sur-Mer et contrairement à Modigliani qui rentre à Paris, Soutine reste dans le sud mais se déplace à Céret dans les Pyrénées-Orientales, un séjour qui est vraiment une étape importante de sa carrière. La palette est colorée, les couleurs de plus en plus vives avec ses chemins tortueux, les arbres déformés, un peu comme une tempête et Soutine en fait a probablement déjà là trouvé son style. Et cela ressemble beaucoup au tableau des expressionnistes ou à Van Gogh, période Auvers-sur-Oise. Oui, ce n'est pas étonnant d'ailleurs si les expressionnistes américains des années 1950 vont s'inspirer de son œuvre. Jackson Pollock, de Kooning, qui d'ailleurs avait fait l'objet d'une exposition comparée avec Soutine il y a quelques années à Paris, et puis aussi le Britannique Francis Bacon qui reprendra le principe des visages déformés et de ce goût de la couleur rouge. C'est à Céret que Soutine apprend la mort de Modigliani au début de l'année 1920, ce qui le laissera dans un profond désarroi. Et à Céret, Soutine est dans une vraie frénésie de travail. Il peint au moins 200 tableaux entre 1920 et 1922, sans compter ceux qu'il détruit d'ailleurs. Il peint des paysages et des portraits, notamment la série des petits pâtissiers. Et pour l'anecdote, l'un de ces petits pâtissiers a été adjugé en 2013 18 millions de dollars aux enchères à New York, un record mondial pour une toile de l'artiste, alors qu'à l'époque, Soutine a très peu vendu, étant toujours dans la misère malgré le soutien de Zborowski. Soutine rentre à Paris en 1922. Et c'est là qu'un riche collectionneur américain de passage dans la capitale, le médecin Albert Barnes, découvre son travail et achète une trentaine d'œuvres pour sa fondation d'art contemporain à Philadelphie. Et Soutine devient plus à l'aise financièrement, il s'habille chez les meilleurs tailleurs, tout en continuant à travailler dans le quartier de Montparnasse et à régulièrement changer d'atelier. C'est un nomade, Soutine, et c'est dans les années 1924-25 qu'il commence à peindre des séries de nature morte avec des animaux et fait livrer dans son atelier une énorme carcasse de bœuf qui va lui servir de modèle pour la série des bœufs écorchés, inspiré, on l'a dit, de son idole Rembrandt. L'année dernière, sur notre antenne, d'ailleurs dans l'émission Cinéma Parlant, Muriel Lévy, productrice et réalisatrice d'un film documentaire sur Soutine, expliquait pourquoi l'artiste était fasciné par les carcasses d'animaux. Bon, je m'excuse, il est peut-être un petit peu tôt pour parler de cela, si vous prenez votre petit déjeuner. On pense que c'est sûrement des choses qu'il a vues quand il était petit. Il aimait rôder près des boucheries, il aimait ça. Il aimait voir ce sang qui coule. Il rajoutait lui-même du sang sur les animaux, parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des animaux très souvent. En fait, il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, ça sentait tellement mauvais dans son atelier que la police est arrivée et qu'ils lui ont expliqué ce qu'était le formol. Ils lui ont piqué le bœuf au formol. Ah oui, et à partir de là, il était très très heureux parce qu'il a pu utiliser sa carcasse pendant très longtemps en la repeignant. Il allait acheter juste du sang et il remettait du sang pour avoir cet effet-là. Oui, c'est vrai qu'il a peint aussi, par exemple, pas mal de volailles, des poulets pendus. Et moi, j'aime dire que ces poulets, ils sont forcément cachers. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils sont cachers parce que dans son enfance, il a forcément vu ça dans le shtetl. Et donc, ça a dû le marquer, l'inspirer. En tout cas, on sent qu'il aime peindre ça. Muriel Lévy, productrice d'un documentaire sur Soutine, c'était l'année dernière sur Radio J. Oui, il était aussi un peu monomaniaque probablement. On imagine la carcasse de bœuf qui se décompose et lui en train de peindre. Je l'imagine amener une fille dans son atelier, ça doit faire un petit peu justement, peur. Il y aura une anecdote par rapport à ça dans un prochain numéro. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France sur l'histoire donc de la vie de Chaim Soutine. Et au prochain numéro, nous évoquerons la suite et la fin de l'existence du peintre. Nous verrons notamment que tout en étant de plus en plus célèbre, il reste à l'écart de la scène artistique de son époque.